vous tous, bienvenue sur Immedia, le média internet hym.media pour découvrir toutes les différentes émissions que nous vous proposons. Aujourd'hui c'est Quantique Planet avec un livre, un auteur, Garden Teapot Stone pour ce livre Humo, l'avertissement, c'est aux éditions Atlante. Stone, bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir répondu présent pour faire cette émission. J'aimerais, de prime abord, avant de rentrer dans le vif du sujet du dossier Humo, que vous puissiez nous dire pourquoi avoir pris un pseudonyme. Alors, ça a double usage. Le premier usage, c'était de protéger un peu ma famille. Ma femme est assez exposée par son travail, puis j'ai un de mes enfants qui me dit « Oh papa, écoute, prends un autre nom parce qu'on n'a pas trop envie qu'on vienne me voir en disant « Ah, c'est votre père là, qui croit aux petits hommes verts qui viennent de Mars avec des antennes. » Donc, j'ai pris ce pseudonyme, et quand on traduit Stone Garden Teapot en français, ça donne Pierre Teilhard de Chardin. Donc c'était un hommage à Pierre Teilhard de Chardin, anthropologue jésuite, voilà, qui est cité dans la prose du mythe justement à plusieurs reprises. Vous êtes romancier, scénariste, réalisateur, et vous avez écrit donc ce livre Humo, l'avertissement. Alors, l'affaire Humo, ce n'est pas rien, c'est un dossier gigantesque. On a eu plusieurs fois, quand j'étais à la radio ici maintenant, de traiter le sujet, aussi bien avec Jean-Pierre Petit qu'avec Jean-Paul Lyon. Là-dessus, c'est plusieurs douzaines d'heures, et le dossier Humite remonte à longtemps, puisque maintenant ça fait un quart de siècle. Un demi-siècle, pardon, donc autant dire que c'est gigantesque. Pour vous donner quelques chiffres rapidement, l'affaire débute dans les années 60, c'est plus de 1200 lettres, il y a 2550 pages supplémentaires qui ont été données, mais on ne sait pas si elles viennent ou pas des Humites, on rentrera aussi là dans le détail. C'est un corpus gigantesque, il y a la cosmogonie, la théosophie, le domaine sociétal qui est abordé par ces entités humanoïdes qui nous disent venir d'une lointaine planète. Encore une fois, tout sera abordé dans le détail, mais ce qui est intéressant avant même de pouvoir voir si ce dossier Humite est fondé ou pas, voir ce qu'il y aurait eu comme tendance des facteurs qui valideraient leur existence ou qui invalideraient leur existence, il nous donne un avertissement. Alors, je vais, avant même d'aborder l'avertissement, vous donner en préambule une partie d'une lettre qu'ils ont envoyée. Il me semble c'était en 1966. C'est la lettre D21. Elle a été rédigée en espagnol. Nous sommes conscients de la transcendance de ce que nous allons vous dire. Nous sommes conscients qu'une affirmation de ce type n'est d'habitude formulée que par un farceur, un perturbé mental aux idées délirantes, ou par quelques journalistes ou publicitaires, afin d'exploiter l'information à son propre profit. Quand une nouvelle sort du cadre normal de vraisemblance et qu'il manque des moyens et des éléments de jugement pour vérifier sa réalité, tout esprit équilibré et intelligent a le droit et doit adopter une attitude sceptique ou de méfiance. On ne doit pas accepter le simple témoignage, encore moins, comme dans le cas présent, quand son origine est inconnue et donc suspecte de supercherie. Quant à nous, il est évident que ce que nous allons dire est certain, mais nous ne pouvons vous demander en toute logique de croire une information aussi fantastique. Nous admettons qu'à votre place, nous réagirions de la même façon. Par contre, l'attitude de celui qui tolère, a priori, une quelconque version est admissible, si ensuite il l'analyse soigneusement et sans passion afin de rechercher la vérité. En fait, tous les chercheurs de la planète Terre ont suivi ce critère. Si des concepts qui, hier, semblaient fantastiques et absurdes, n'avaient pas été analysés par les spécialistes compétents, seriez-vous à l'heure actuelle au même stade culturel que connaît la Terre ? Mais si de tels concepts sont faux, si de telles versions sont frauduleuses, et s'il s'agit uniquement d'impostures habiles, la vérité doit se faire jour en démasquant le farceur, le paranoïaque ou l'imposteur qui prétend les faire passer sous l'étiquette de scientifique. Nous avons suffisamment étudié votre histoire pour remarquer l'immense nombre de faux prophètes, d'esprits paranoïaques, qui, à leur profit, exploitèrent la crédulité ingénue des scientifiques de bonne foi. Nous avons vu comment la science a dû lutter contre des formes nébuleuses de superstition, d'astrologie, de théosophie, de spiritisme et de radiesthésie. Et même si elles avaient quelques principes valables et susceptibles d'être étudiés, dans l'ensemble, elles présentèrent une accumulation d'affirmations gratuites,
de raisonnements analogiques absurdes, de pétitions de principes totalement inacceptables pour un esprit équilibré. Ces dernières années, à cause de l'apparition dans l'atmosphère terrestre des UFO, ou OVNI, ou vulgairement soucoupes volantes, la fantaisie des hommes de la Terre a augmenté avec la multiplication dans la presse de fausses nouvelles concernant ces phénomènes et, ce qui est le plus grave, l'apparition dans de nombreux pays d'individus comme George Adamski en 1952, Daniel Fry ou la Norvégienne Edith Jacobsen en 1954, qui juraient avoir eu des relations avec des êtres originaires d'autres planètes. Ces sujets, et la crédulité initiale des masses qui acceptaient ces versions absurdes, ont discrédité totalement les études sérieuses qui étaient à l'œuvre de départements techniques officiels de certains gouvernements. Conscient donc que de telles versions ont créé un climat logique de méfiance, il n'est pas surprenant que se produise une répétition de ce petit conte populaire de la Terre concernant le berger et le loup. Pour ces raisons, nous sommes parfaitement conscients du fait que nous n'allons pas être crus en ce qui concerne la révélation que nous vous exposons maintenant. Nous répétons que notre objectif principal ne consiste pas à être cru sans l'apport d'autres preuves que ces documents que nous allons vous envoyer. Ceci ne veut pas dire qu'ils ne constituent pas de véritables arguments et preuves de notre identité, comme nous l'avons déjà fait aux États-Unis, Angleterre et ici même en Espagne, avec une autre personne. En fait, d'autres pays nous connaissent aussi. L'Australie, l'Allemagne et l'Union soviétique sont en train de recevoir en ce moment nos rapports qui sont destinés à d'éminents hommes de science. Et tout en reconnaissant qu'un grand nombre d'entre eux ont déchiré nos lettres, en croyant logiquement qu'elles étaient l'œuvre de farceurs ou de perturbés mentaux, dans certains cas, l'écrasante collection de données scientifiques véritables que nous avons soumises a fini par convaincre de nombreuses personnes qu'au fond, il y avait, pourrions-nous dire, quelques fonds de vérité. Avec ces gens, les relations ont continué, et si tous étaient réticents ou méfiants, ils ont finalement mesuré objectivement l'étrange situation sans écarter du tout l'hypothèse de notre supposée identité. Pour cela, nous vous demandons de lire soigneusement ce que nous allons vous dire. Si vous le faites au début par simple curiosité, cela n'a pas d'importance. Et si vous écartiez totalement l'idonéité de nos affirmations apparemment fantastiques, nous ne sommes pas assez ingénus pour nous attendre d'être crus. De plus, il y a une seconde raison qui peut vous paraître paradoxale et que nous vous expliquerons le moment opportun. Nous ne désirons pas que les masses prennent conscience de notre existence. Et nous avons de puissants motifs qui justifient notre attitude. Jusqu'à maintenant, et sauf en de rares occasions, nos contacts se sont réduits à des hommes de science, des purs chercheurs et quelques ingénieurs, à qui nous avons apporté des éléments sur la physique, la biologie, la psychologie, éléments qui étaient intéressants pour eux, ainsi que quelques procédés techniques d'application industrielle qui, comme par exemple dans un cas concret, AWR d'Atlanta, furent acceptés et brevetés avec surprise et en croyant qu'ils provenaient de quelques scientifiques excentriques et originales. Il y a donc des raisons qui nous poussent à nous présenter à vous, faisant partie de ce groupe réduit de personnes qui, avec plus ou moins de formation intellectuelle, s'est préoccupé dans tout le monde de ce problème des UFO. Je m'arrêterai là, la lettre continue, mais ce préambule, cette lettre parue en 1966, est une bonne manière de montrer comment ces derniers, s'ils existent en tout cas, ont eu l'occasion d'aborder leur propre existence aux yeux des humains. Alors, cette histoire sur cet avertissement, j'aimerais bien entendu, Stone, que vous puissiez nous dire de quel avertissement il s'agit. Alors, cet avertissement est arrivé très récemment, 2015, suite à des questions que nous avons posées, puisque après avoir envoyé des rapports par courrier postaux, les Humains, puisque c'est comme ça qu'ils préféraient être appelés, Humains plutôt que Humites, ont continué leur communication sur les réseaux Internet, et notamment, ce qui nous paraissait, pour les gens qui connaissent bien le dossier, assez incroyable, oui, au sens propre, sur Twitter. Donc nous avons eu la preuve que c'était bien la même source que les lettres des années 60, 70, 80, 90. Et donc les Humains nous annoncent qu'il va y avoir un collapse bancaire mondial et que... Concomitamment, une guerre civile à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que cet effondrement bancaire va conduire à des guerres civiles mondialisées, donc dans le monde entier.
On voit un petit peu ce qui peut se passer, comme en Grèce par exemple, quand vous pouvez plus retirer que 50 euros par jour pour survivre. Donc là, ça sera carrément, même peut-être rien du tout. Donc ce qui va se passer, c'est que comme ce collapse, cet effondrement va être mondial, tous les pays vont se trouver confrontés au même problème en même temps, et que les gens, bien sûr, vont commencer à descendre dans les rues, que les magasins vont être vidés en très peu de temps, en quelques heures, et que ça risque de mal tourner dans certains pays, et même dans la plupart des pays. Donc guerre civile mondialisée. Alors pour ce faire, en plus cette information est arrivée d'une manière totalement anodine, si on peut dire. Enfin, Oui, on peut dire anodine, mais en même temps, au regard du dossier, quand on comprend un peu la psychologie des Oumiens, comme ils s'appellent eux-mêmes, humain, Oumains, c'est certainement pas anodin qu'ils aient laissé filtrer cette information-là, sachant que peut-être on aurait réagi suite à certaines insertions de ces tweets. En tout cas, de cette information, de cet avertissement, s'appuie sur une échelle de probabilité. Pour eux, d'ici 2022, décembre 2022 plus exactement, à 92%, cet événement ou ces événements concomitamment, à hauteur donc de 92% arriveraient. Si on parle de précédemment, alors on a par exemple juillet 2019, le pourcentage de chances que ça arrive, ça se situe à 8%. Avril 2021, 50%, et donc décembre 2022, 92%. Donc on peut dire quasiment 100% à ouais. hauteur de 2022. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que pour ceux et celles qui suivent l'actualité, notamment la revue de presse économique internationale avec Pierre Jovanovic, entre autres, eh bien, vous pouvez voir un petit peu l'effondrement du système bancaire, vous pouvez voir la Bundesbank dans quelle situation elle se trouve, l'euro qui est en train de se cracher, et pourtant on n'en parle quasiment pas sur les médias. Donc la situation effectivement est catastrophique. On voit le cours des matières premières qui flambe, l'or et l'argent, là aussi il y a des manipulations aussi bien sur l'or et l'argent. Énorme. Mais bon, vous êtes au courant d'une manière générale, on part ici de ce principe-là, et qu'effectivement cet effondrement économique n'est une surprise pour personne. Bon nombre de ceux et celles qui suivent une information, on va dire, parallèle, ont conscience de tout ça, et bon nombre d'entre vous aussi souhaitent cet effondrement. Ce qui est aussi intéressant, c'est potentiellement qu'est-ce qu'il adviendrait s'il y a cet effondrement. On parle d'une guerre civile à l'échelle mondiale, pas de guerre nucléaire, Non. précise-t-il. Les humains nous précisent que ça, ils gèrent et qu'ils nous garantissent qu'il n'y aura pas de guerre nucléaire. En tout cas, on va aborder bien entendu ce nouvel ordre mondial parce que c'est aussi intimement lié. Et on peut bien entendu, et on va approfondir en détail tout le dossier Oumo, enfin tout le dossier, c'est vaste, hein, mais en tout cas une bonne partie, pour que vous puissiez voir et définir avec votre esprit critique si finalement cet avertissement est à teneur que vous pourriez prendre vraiment en considération, voire pas du tout, parce que pour vous ça serait un fake, ça serait totalement ridicule. En tout cas, ce qu'on peut noter suite à cet effondrement économique et guerre civile, c'est que on va les appeler humites, peut-être, pour simplifier, pour aussi bien moi, parce que j'ai eu l'habitude de les appeler Oui, comme tels, moi aussi. et c'est ce que vous mettiez dans votre livre, autant pour aussi les internautes qui nous regardent, qu'ils puissent nous suivre sans qu'on ait à trébucher sur les mots. Il y aurait, d'après l'avertissement que nous font les humites, deux possibilités d'avoir un impact pour réduire l'impact, voire peut-être qu'il n'arrive pas, soyons fous. Deux informations qu'on vous donnera en temps voulu. Ce que nous allons faire de prime abord, c'est approfondir ce qu'il en est justement de ces zoomiens, de ces humites, et vous soumettre à votre esprit critique, donc si c'est à prendre ou pas en considération. Ce qu'il faut savoir, puisqu'on parle d'un dossier qui dure depuis plus de 50 ans,
qu'il y a de nombreux ufologues, scientifiques, universitaires qui se sont penchés dessus. Il y a un site qui existe où toutes les lettres sont disponibles, tous les échanges, même les tweets. C'est sur humo-science.org. Science au pluriel, humo-du-6, science au pluriel.org. Nous allons voir que c'est un dossier qui est extrêmement complexe. À travers la petite lettre que je vous ai lue, on peut voir que tous les domaines sont abordés, biologie, physique, la cosmogonie, la théologie, la psychologie. Ce sont des données gigantesques. Tous les domaines de la connaissance sont abordés, oui, pratiquement. Aujourd'hui, il y a plus de 1400 pages officiellement référencées, car il en existe environ 2550 supplémentaires. La question qui se pose, parce que le contenu est assez mystérieux, les dépositaires de ces lettres restent aujourd'hui anonymes. Est-ce que les UMIT valident ces 2550 pages supplémentaires ou pas? Oui, c'est eux qui nous le signalent d'ailleurs. Ah, d'accord. C'est eux qui nous signalent qu'en tout, ils ont envoyé tant de pages. On en déduit qu'il y a 2550 qui n'ont jamais été diffusées. Alors il y a peut-être, sans doute même des doublons, puisqu'on sait que certaines lettres ont été envoyées dans les en-têtes des lettres. Des fois, il y a 4, 5 ou 10 pays. Donc il doit y avoir des doublons dedans. Et on a bon espoir qu'un jour, on récupère une partie de ces lettres, pour une raison qui est liée aux fameux groupes secrets qui ont été formés par les UMIT depuis les années 60. C'était en cas d'holocauste nucléaire. Ils avaient formé des petits groupes secrets auxquels ils envoyaient des... Alors nous, on appelait ça des lettres, mais ce sont des rapports. Eux, ils appelaient ça des rapports. C'était en espagnol. Et ces groupes secrets, d'après ce que moi j'en ai déduit et ce que les spécialistes ont déduit, étaient là peut-être au cas où ils devraient prendre le contrôle de la Terre pour nous éviter une disparition complète, servir de relais dans ce réseau social. Et donc ces groupes étaient séparés, n'avaient aucun contact entre eux. Et je pense que c'était par sécurité, notamment pour le fait que si un se faisait attraper, les autres ne pouvaient pas être découverts. Donc voilà, sans doute ces lettres ont été envoyées, ces rapports ont été envoyés à ces autres groupes secrets. D'accord. Vous nous dites qu'il faut lire au moins 80% du corpus pour prétendre avoir une idée un peu fondée sur le sujet. Oui, alors c'est 80%, exactement, c'est 82,56%. Non, j'ai mis ce chiffre un peu pour donner un ordre d'idée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont pouvoir se faire une idée du dossier HUMO, qui comporte, en équivalence, on pense que c'est à peu près 1400 pages, avec des données souvent complexes. Les gens pensent qu'en lisant un résumé sur Internet d'un aficionado ou d'un détracteur qui lui-même a pris ses renseignements sur un résumé ou en lisant Wikipédia, qui va pouvoir avoir une analyse cohérente et justifiée du dossier HUMO. C'est impossible. Il faut lire les textes. C'est pour ça que ce site, qui est le site de référence humo-science-au-pluriel.org, il faut y aller, il faut lire les textes. Et même en lisant mon livre, qui aborde le sujet quand même sous pas mal d'angles et qui a essayé d'être assez complet sur le sujet, vous ne pourrez pas avoir une idée. Parce qu'en plus, vous allez passer à la moulinette de ma version, mon analyse des faits. Il faut absolument, et c'est pour ça que c'est le fait d'avoir lu cette lettre, c'est très très bien, cet extrait de lettre, que vous fassiez votre propre opinion. Mais pour vous faire une propre opinion, il faut bosser un peu. Ne comptez pas sur les autres pour vous mâcher le travail, que vous pourriez digérer en 1 heure en disant « Ah ben ça y est, le dossier HUMO, alors c'est ci ou c'est ça ». Non, il faut bosser un peu. Combien d'années que vous étudiez le dossier? Depuis le début des années 90. D'accord. Quelque temps, donc. Autant vous dire que pour vous faire un avis, puisqu'effectivement sur Internet, il y a de tout, ceux qui valident et d'autres qui invalident l'existence même des UMIT. Pour vous donner une idée, vous le mentionnez dans le livre, alors tout est sujet potentiellement à interprétation. Alors qui a écrit ces fameuses lettres, si ce n'est pas justement des extraterrestres? Alors on peut penser à une série d'universitaires blagueurs, un groupe de lamas tibétains, des sectes spirites allemandes, des rosicruciens ou des groupes sectaires similaires, les communistes de la République populaire de Chine, le PC européen, le gouvernement d'Israël, le sionisme international, la Compagnie catholique de Jésus, la communauté juive de Yougoslavie, le Vatican,
l'institution catholique de l'Opus Dei, un groupe de brahmanes tentant de dominer l'Occident, un groupe de mutants au cerveau privilégié, une association de coven anglais de sorcellerie, les camelots français, les anarchistes, les Lions, les Rotary, une loge maçonnique de rite écossais, les chevaliers de colons nord-américains, une secte cosmite qui encadre les meilleurs cerveaux de la Terre, les partisans d'un Canada français entendant augmenter leur prestige comme correspondants d'authentiques extraterrestres, une organisation d'espionnage commercial, le Conseil oriental des alchimistes, d'authentiques extraterrestres qui ne viennent pas du mot et camouflent leur véritable but, une organisation criminelle tentant de se valoriser devant les scientifiques pour les dominer, les rédacteurs de la revue The Punch pour révéler le manque d'humour de certains intellectuels, bref. Vous voyez un petit peu toute l'imagination qu'il peut y avoir sur les auteurs de ces fameuses lettres. Et donc d'où l'intérêt de se pencher avec justement cet esprit ouvert mais critique sur le dossier. Et c'est donc 50 ans d'échanges, avant avec des lettres, maintenant sur Twitter. Alors ces lettres, on peut déjà faire peut-être commencer au début. C'est né au début des années 60. Oui, alors je voudrais juste revenir sur ce que tu viens de dire là. Ouais. Ces sources possibles du dossier Humit, c'est les Humites eux-mêmes qui le donnent en disant voilà la liste de ce qui a été cité comme étant la source possible de ce que nous vous envoyons. D'accord. Et on constate, c'est pour ça que j'ai cité, parce que je trouve ça assez gaguesque, on constate quand on met en opposition certaines de ces sources, par exemple, quand on oppose un groupe de délinquants, de gangsters, ou possiblement le Vatican, ou des capitalistes pour faire valoir leurs idées, et le Parti communiste chinois, on se rend compte que les gens ont imaginé des sources tellement en opposition qu'il y a vraiment un problème. Surtout que si on partait de témoignages qui échangeaient de sens au cours des âges, etc., mais on parle des mêmes textes. Les textes sont disponibles depuis le début, ils n'ont pas changé d'une virgule. Donc, les gens lisent ces textes et arrivent à la conclusion que c'est le Vatican qui a fait le coup, ou que c'est des communistes du PC chinois. Donc, ça veut dire que le phénomène qui est à la base de ça, puisque les textes sont les mêmes, c'est un phénomène qui est peut-être tout simplement inconnu, et qu'il ne faut pas essayer de plaquer ce qu'on pense être l'origine de ces textes sur des trucs qui nous semblent le plus simple et le plus facile, et que la solution, elle est peut-être, et on le verra dans le détail, que la solution la plus simple, après y avoir pensé, réfléchi, analysé, pour moi en tout cas, et la plus évidente, c'est que ce sont vraiment des extraterrestres qui ont écrit ces rapports. Donc, alors, j'ai oublié ta question. Non, mais c'est pas un souci parce que ça me laisse en même temps l'occasion de voir un petit peu avec mes notes où est-ce que je veux aller avec vous, Stone, et de savoir donc première lettre, c'est dans les années 1960. Voilà. Ça commence avec un Espagnol, Fernando Sesma, gentil illuminé d'ailleurs, qui avec son association les Amis des visiteurs de l'espace organise des rencontres dans un bar, un pub. Que j'ai visité d'ailleurs. Alors, ce personnage, il faut bien voir, et alors moi je t'ai tutoyé, donc excuse-moi. Pas de souci. Que comme tu l'as lu dans la citation que tu as faite, au départ, les Humites envoient leur rapport à des scientifiques. Mais on connaît un petit peu les scientifiques qui sont pris par leurs propres projets, etc. Quand on reçoit une lettre avec des gens qui disent voilà, nous sommes des extraterrestres, ne nous croyez pas, nous venons d'une planète qui a 14 années-lumière. Bon, la plupart du temps, c'est poubelle. Parce que les scientifiques n'ont pas de temps à perdre avec des choses comme aussi incroyables. Souvent, pas tout le temps, ce sont des matérialistes. 66, c'était une époque où, avec le paradoxe de Fermi et l'équation de Drake, on rejetait complètement la possibilité qu'il y ait des ethnies, non seulement de la vie dans l'univers ailleurs que sur Terre, mais des ethnies intelligentes. Donc tout ça, c'est une bague d'étudiants, on fout la poubelle. Donc ils se retrouvent confrontés à des gens qui soit n'ont pas le temps, soit pensent que c'est une blague et qui jettent leurs lettres. Alors ils changent de stratégie et ils décident de s'adresser à des gens qui s'intéressent aux ovnis, puisqu'à l'époque, c'est assez à la mode, etc. Et parmi ces gens qui s'intéressent aux ovnis, il y a ce fameux Fernando Sesma Manzano, qui a écrit des articles dans des revues ufologiques, etc. Donc il est connu comme étant quelqu'un qui s'intéresse au sujet. Et ils vont lui envoyer des lettres en
espérant qu'il ne va pas les jeter à la poubelle. Alors ce personnage, c'est un personnage qui s'intéresse à tout ce qui est extraordinaire, donc il mélange un peu Métaphysique, tout. spiritualité, ésotérisme. Voilà, ésotérisme, ovni, pour lui tout ça c'est dans le même sac, il a tendance un peu à tout mélanger. Et effectivement il anime une association qui est réunie dans un sous-sol d'un café qui s'appelle le Café Lyon à Madrid, et sur lequel sur un mur il y a une fresque d'une baleine qui souffle son jet d'eau en souriant, et on a appelé ces réunions les réunions de la baleine allègre, la baleine joyeuse. Voilà, donc il va d'abord être contacté par téléphone. Un certain Saliano? Non, alors oui, il était au départ contacté par un individu, une entité qui se fait appeler Saliano, qui prétend être une race extraterrestre qui fait des expériences psychiques sur l'humanité. Et les humites vont découvrir... Alors, c'est bizarre, oui. Saliano donc, a des discours qui semblent complètement incohérents. C'est barré, oui. Oui, complètement barré. Et donc, Sesma a fait la lecture des comptes rendus de ce qu'il a eu au téléphone, et par lettre aussi, de Saliano à la baleine allègre. Et les humites découvrent là-dedans qu'il y a un message caché. C'est-à-dire qu'il y a un code, et ce code, dans ce que lit Sesma, ne peut venir que d'une ethnie qui maîtrise le voyage interstellaire. Donc Saliano ne serait pas si barré que ça? Non, mais c'est très curieux. Il faut lire dans le site Humoscience, on a aussi une lettre de Saliano. Ça parle, alors ils prétendent parler à un niveau symbolique. Ils disent que nos langages objets sont des pauvres langages qu'il faut, voilà. Et donc, découvrant ça, ils se disent comment ce personnage qui n'a pas de connaissances scientifiques peut avoir ces données. Donc, forcément, derrière Saliano, il y a une ethnie extraterrestre, et nous, on veut rentrer en contact avec eux. Alors, ils prennent contact par téléphone avec Sesma en lui disant, voilà, on aimerait contacter ces gens-là, et si vous avez d'autres contacts extraterrestres, on va donner un code, vous donnerez ce code, et ils devraient en répondre, et nous, on verra si vraiment c'est un canular ou si ce sont vraiment des extraterrestres. Et à partir de là, ils vont commencer à lui envoyer des rapports avec certains... Alors, ce sont des rapports qui, pareil, concernent à peu près tous les domaines de la connaissance, certains qui sont du domaine historique de leur planète, et d'autres qui sont des données scientifiques qui passent complètement inaperçues aux yeux de Sesma, qui n'était pas un scientifique. Et on en reparlera après sur ces fameuses données scientifiques de 66 qui étaient absolument, moi je pense prouver dans mon livre qu'elles étaient absolument inconnues, non seulement d'une personne qui a prétendu être l'auteur de tout ce dossier, qui s'appelle Jordan Peña, mais aussi des plus grands scientifiques de l'époque. Alors on y reviendra. On y reviendra, oui. On y reviendra, ouais. Alors voilà comment démarre l'histoire, et après, pendant la dizaine d'années qui suit, la vingtaine d'années qui suit, il va y avoir une quarantaine d'Espagnols qui vont recevoir beaucoup de rapports. C'est déjà des centaines de pages. Alors comment est-ce que on peut expliquer aujourd'hui que justement c'est surtout que le dossier humide nous est venu à travers les Espagnols, alors qu'ils ont envoyé un peu partout, même encore aujourd'hui, il y en a au Japon, aux États-Unis, enfin un peu partout dans le monde. Donc pourquoi est-ce que l'Espagne, parce que j'imagine qu'ils ont aussi envoyé des lettres en France, pourquoi est-ce que l'Espagne à ce point-là eu l'occasion d'avoir un retentissement au point que le dossier est arrivé par eux? J'ai le sentiment, je peux peut-être me tromper. Non, parce que, alors déjà, il faut savoir que l'Espagne, on est déjà en pleine guerre froide, et l'Espagne est sous régime franquiste. Donc, il n'y a pas beaucoup d'occasions de s'échapper. Et les Espagnols vont recevoir ces lettres. Alors, ils n'aiment pas qu'on dise que ce sont des gens qui parlent et qui ne tiennent pas leur langue. Parce que c'est vrai que parmi les gens qui ont reçu les premières lettres que j'ai rencontrées, que j'ai interviewées pour la plupart, ce sont des gens très très sérieux. Mais il y a déjà une guerre de chapelle ufologique en Espagne. Et donc, tous ceux qui ont déjà écrit des livres sur l'ufologie en Espagne se sentent un petit peu dépossédés de leur domaine par ces fameuses lettres qui arrivent. Et il y a une jalousie qui naît. Et ceux qui reçoivent des lettres sont très vite attaqués, on les traite de sectes, etc., etc. Et donc certains, qui sont pourtant des gens très intelligents, très sensés, vont avoir tendance à diffuser largement. Alors qu'on leur a dit,
Le deal des humides, c'est on vous donne des informations, mais comme on ne veut pas communiquer avec la masse parce que ça vous déstabiliserait et nous ne devons pas intervenir massivement sur votre. Nous devons vous laisser votre libre choix évolutif. Gardez ça secret, vous pouvez lire ça en petits groupes, réfléchir là-dessus, mais ne diffusez pas en masse. Et certains Espagnols décident de diffuser en masse. Cette diffusion va arriver jusqu'à la France, et notamment par Jean-Pierre Petit, etc. Et donc à partir de là, il va y avoir un vrai conflit ouvert entre les ufologues, on va dire qui ne sont pas humologues, et ceux qui ont reçu des lettres. Alors, avant de continuer sur la relation qu'ont eu les humides avec les humains tout au long de ces années, bien entendu, vous vous posez la question, mais comment ces humides ont eu connaissance de la planète Terre? Comment sont-ils arrivés à nous? Eh bien, tout commence par un bateau norvégien qui, entre le 4 et le 8 février 1934, fait des essais radio en utilisant la ionosphère comme réflecteur. Donc des essais de communication. Et ce bateau norvégien affrété par l'Institut géographique de Bergen au large de Terre-Neuve, eh bien, en faisant ces essais, il y a un des messages. Apparemment, la ionosphère, elle est nickel ce soir-là ou ce jour-là, et Non, pouf, le message quitte la Terre. Voilà, elle ne fonctionne pas bien, au contraire, puisque c'était des expériences qui étaient très importantes à l'époque, et les Norvégiens étaient assez en avance parce qu'ils sont soumis régulièrement aux aurores boréales, donc aux effets de la ionosphère sur donc les vents solaires, ouais. et ils sont assez en avance là-dessus. Et on voit que les photos d'époque montrent que l'Institut géographique de Bergen, il y a des canaux qui arrivent jusque devant l'Institut et qui peuvent faire carrément partir des bateaux qui peuvent après voyager. Donc ils montent des expéditions qui ont pour but de s'affranchir de la courbure de la Terre pour pouvoir communiquer à longue distance. Il y avait des problèmes de communication, on n'arrivait pas à l'époque. Et donc, ils ont l'idée d'utiliser la ionosphère. Ils font donc des mesures. Pendant 3 jours, ils envoient des messages à différentes fréquences. Et il y en a un qui n'est pas réfléchi par la ionosphère, parce qu'il y a des questions d'angle, d'incidence, etc., qui part dans l'espace et qui arrive 14 ans plus tard. Donc, 34, ça nous fait 48. 1948, oui. Sur Humo. Et 1949, première expédition sur Terre en reconnaissance qui arrive sur Terre le 28 mars 1950 avec 3 nefs, 6 individus, 4 hommes, 2 femmes dans les Alpes de Haute-Provence. Oui. Alors là, il y a une première expédition où ils n'atterrissent pas. Ils font une reconnaissance, passage furtif, d'abord en orbite et passage furtif pour savoir où on en est, si on est belliqueux, pas belliqueux, quels sont nos systèmes de sécurité, etc. Ils en tirent certains renseignements et après ils décident de monter une expédition physique de débarquement. Donc il y a 3 nefs qui arrivent effectivement. Et l'expédition, donc pour ne pas, comme ils ne savent pas encore vraiment qui nous sommes et si nous sommes agressifs, ils font leur première base, ils construisent une première base dans les hauteurs de Digne, du côté de la Javie. Donc c'est une région où le relief est assez tourmenté. Et donc assez près d'une ville, mais pas trop près non plus, au cas où ils seraient inquiétés. Et ce que je dis dans mon livre, c'est que souvent, on a l'impression que, à force de voir des films d'Hollywood, que les extraterrestres arrivent en force avec 3000 vaisseaux qui font 10 km. Non, c'est une petite expédition, c'est 3 nefs qui font 15 mètres en gros de diamètre, et ils débarquent 6 personnes. Donc c'est plutôt, dirais-je, la planète des singes, où ils sont très isolés, donc leur sécurité est en danger. Enfin, voilà. Alors ce qui est intéressant en même temps, c'est que là on voit tout à fait, quand on voit Star Trek, oui. Hein, c'est très équivoque de ce que pourrait être l'humanité, à savoir si on apprend une race d'humanoïdes sur notre planète, eh bien d'être là, de découvrir, de mettre des scientifiques à disposition pour observer les attitudes, les mœurs et coutumes de la planète, des habitants en tout cas, d'étudier l'atmosphère, les plantes, enfin bref, oui, c'est la une biosphère. étude scientifique, c'est par amour de la science. C'est ce qu'on ferait nous si effectivement on découvrait, si on avait les moyens d'aller vers une autre étoile, on irait pour étudier, oui. Et on essaierait de faire ce qu'ils font, c'est-à-dire de ne pas faire des ethnocides comme on l'a fait pour les précolombiens, comme les Romains l'ont fait, etc. Où on arrive et comme on est dominant,
la culture finit par être assimilée et disparaît. Donc eux, ils veulent absolument pas ça parce que moralement, ils n'ont pas le droit de le faire. Ils expliquent à longueur de lettre pourquoi l'univers doit fonctionner comme ça. Voilà. Et on y reviendra justement sur leur vision. En tout cas, on aurait fait la même chose, on aurait monté une expédition rapidement, on aurait, avec l'argent et les moyens qu'on avait, voilà. 6 expéditionnaires. Alors parmi eux, nous avons un biologiste, un psychobiologiste humain. Et quand je dis psychologie humain, donc pour pouvoir aborder comment pense et réfléchit l'humain. Il y a aussi une physicienne, un spécialiste des communications, un sociologue et un spécialiste en pathologie du système digestif. Tiens donc, qu'est-ce que c'est à faire là? Oui, c'est assez curieux. Et justement, j'ai mis cet exemple pour montrer que des fois, des détails qui paraissent saugrenus, même un petit peu ridicules, qui vient faire spécialiste des pathologies digestives dans une expédition interplanétaire, c'est tout simplement, et ça on l'apprend après, donc on pourrait rejeter par exemple ces lettres en disant mais non, c'est complètement ridicule, ils nous disent n'importe quoi. C'est que il faut qu'ils se nourrissent. Donc ils savent qu'à un moment donné, peut-être ils vont être obligés de se nourrir sur Terre. Et ils nous disent que dans l'univers, les protéines, elles sont soit d'extrogir, soit d'inestrogir. Elles sont enroulées à gauche ou enroulées à droite. Et que si elles sont enroulées du mauvais côté, ça va les intoxiquer, ils peuvent en mourir. Donc forcément, en plus on sait que par l'intestin passe énormément de choses, d'informations, etc. Donc c'est très important pour eux, puisqu'ils sont livrés à eux-mêmes. Alors on les a débarqués avec un peu de nourriture, etc. Mais ils ont peu de matériel finalement, parce que voilà, c'est la toute première expédition, il leur faut quelqu'un qui puisse réagir rapidement en cas d'intoxication alimentaire qui pourrait leur être fatale. Et par rapport à ça, donc ils vont pouvoir commencer à appréhender les humains, voir comment nous évoluons, de voir à quel point nous sommes très primitifs dans notre manière de fonctionner, mais en même temps ils sont assez séduits par finalement la richesse qui nous caractérise, notre créativité. En comparaison d'eux, ils expliquent en même temps comment ils vivent sur leur planète, comment est régie leur planète. Donc c'est une planète qui est légèrement plus grande que celle de la Terre. Je sais que j'avais marqué le nombre de rayons de leur planète. Alors au niveau de la masse, c'est à peu près 20%, si je me souviens bien. Voilà, alors planète de 14 502 km de diamètre, alors que la Terre en fait 12 742. Il y a 2 milliards d'habitants. Oui. Et un jour humide équivaut à 30 heures terrestres. À peu près. Donc il y a un seul continent avec des grands lacs. Il n'y a pas de hautes montagnes, mais on va dire un sol assez érodé. Mm-hmm. Et ils vivent leur système sociétal, pourrait-on dire. C'est un ordinateur quantique associé à 4, alors un ordinateur quantique, vous allez nous donner plus de détails, ainsi qu'à 4 individus qui font office de sages, qui sont en mandat pour 6 ans et demi de leur année à eux, après quoi ils retournent à la vie civile. Mais c'est l'association de la technologie et de la sagesse ou de l'esprit humide qui maintiennent une cohérence et un climat où tous les besoins fondamentaux sont donnés. Donc on va dire profondément social. Absolument. Alors ce qui est intéressant dans la structure de leur réseau social, c'est qu'ils ont bien compris, il faudrait qu'on comprenne nous aussi qu'un individu ne peut pas s'épanouir de façon libre et harmonieuse dans une société sclérosée. Au même titre que alors, je ferai le parallèle après, et qu'en même temps, une société ne peut pas être équilibrée si les individus ne prennent pas conscience que cette société, que ce réseau social existe et qu'il doit être en bonne santé. C'est-à-dire que c'est un juste équilibre entre l'individualisme, le respect de la personne, où chacun doit pouvoir épanouir ses qualités propres. Donc on n'est pas dans un système où ce sont des fourmis, au contraire, chacun doit pouvoir donner à la société ce qu'il a le meilleur de lui-même. Et en même temps, la société donc, doit respecter cet individu. Donc il y a vraiment un équilibre entre les deux. Et nous, on a été soit d'un côté, c'est-à-dire l'individualisme
À outrance. à outrance et qui tue le réseau social, soit la société à collectif, outrance qui tue l'individu. On l'a vécu avec les régimes communistes. soi-disant communistes, parce que je pense que Soi-disant, tout à c'était fait, plutôt ouais. des dictatures de psychopathes. Et là, on est dans une autre dictature, qui est la dictature de l'individualisme, qui tente à couper la société en petits groupes antinomiques et opposés, et qui nous tue. Donc voilà, ce qui est très bien dans la société humide, c'est qu'il y a un équilibre entre les deux, où l'un s'épanouit à l'intérieur de l'autre. Une petite réaction sur la manière dont ils se gouvernent? Ordinateur, avec Alors, ces fameux sages? ils nous disent, n'ayez pas peur de la technologie. L'être humain crée de la technologie, c'est normal, donc c'est des outils que vous devez employer. Ils ont vu arriver Internet dès 66, le réseau qui se créait. Eux, ils ont un réseau Internet, sauf que le réseau Internet, il est au service de l'homme. Il n'est pas là pour mettre l'homme sous contrôle et pour le scléroser ou pour faire en sorte qu'on lui balance tellement d'informations qu'il ne peut plus faire d'analyse saine. Donc notre problème, c'est pas l'outil, c'est l'utilisation qu'on fait de l'outil. Et oui, toujours pareil. Sur le fait qu'il y ait des sages, Alors, ce sont pas des sages, c'est pas vraiment ça. Je les Oui. qualifie comme tels pour simplifier, parce que c'est déjà à la naissance, ils voient les caractéristiques ou les dons, les talents de Ils sont chaque capables individu. de paramétrer très précisément quelles sont les qualités de chacun. Alors, il y a des paramètres très précis qu'ils utilisent même pour paramétrer nous, le degré de l'intelligence, alors sur des facteurs multiples, Ouais, ouais. l'empathie pour son prochain, bon, il y a plein de paramètres comme ça, et dès le plus jeune âge, les individus de la société sont paramétrés le plus précisément possible pour leur permettre par la suite de développer leurs qualités naturelles pour qu'ils puissent s'exprimer au sein de la société. C'est-à-dire qu'au lieu de choisir un métier comme chez nous au hasard ou parce que les parents ont dit tu vas faire une école de commerce alors que tu as envie d'être boulanger ou de menuisier et de te forcer dans une carrière que tu n'aimes pas, où tu ne seras pas utile à la société parce que tu ne le feras pas avec plaisir, tu ne vas pas t'épanouir et donc tu ne seras pas utile, eux ils essayent de voir quelles sont les qualités des gens pour les orienter vers quelque chose où ils vont prendre du plaisir à être utiles pour la société. Et donc, grâce à ces paramètres qui sont étudiés, et donc, parmi toutes ces caractéristiques, ils en déterminent certains, ils en élisent, je crois, les ordinateurs analysent tout ça et disent, voilà, je crois que c'est une puissance de 12, alors il me semble que c'est 144, mais il faudra que je vérifie, des fois les chiffres m'échappent. Donc 12 puissance 2, 144, et les 4 qui sont les mieux placés, les 4 individus les mieux placés en termes d'empathie, d'intelligence, etc. De détachement par rapport de détachement, par rapport au pouvoir, oui, sont nommés comme étant le degré supérieur de hiérarchie de Humo, ça s'appelle Humo A Elewe. Et ils sont contrôlés par les autres, donc c'est 144-4 par 140. Alors, j'ai plus le chiffre exact, c'est pas grave, mais c'est à peu près cet ordre d'idée-là. Ils ne font un mandat que de 6 ans et demi, et au bout de 6 ans et demi, ils repassent à la vie civile, et c'est ceux d'après qui sont les mieux classés qui vont de nouveau prendre cette charge. Prendre cette charge. Donc c'est un système qui est scientifique, puisque au lieu de baser la structure politique hiérarchique sur l'ambition, comme chez nous, et alors effectivement l'intelligence, mais parmi deux politiques intelligents, on sait bien que c'est celui qui a le moins de scrupules et celui qui est prêt à tout qui va arriver au sommet. Normalement, déjà, on devrait voter pour quelqu'un qui a un programme. C'est pas tant pour l'individu, on devrait voter pour un programme. Après, oui. C'est encore autre chose. Mais oui. Le programme, à partir du moment où on vous vend un programme et de toute façon, on n'a aucune intention de l'appliquer, ou qu'après, confronté aux réalités, on ne peut plus l'appliquer, je ne sais même pas. Il faudrait surtout avoir des gens honnêtes et bien intentionnés. Bien sûr. Et à partir du moment où même si on a un programme un petit peu moins bon, mais que la personne est honnête et on fait 90%, vaut mieux ça que quelqu'un qui fait le contraire de ce qu'il a promis, etc. Parce que, bon. Et donc, leur système, on pourrait appeler ça une aristocratie au sens étymologique, c'est-à-dire le gouvernement des meilleurs, qui n'ont qu'un mandat très court, et pas le gouvernement des plus intelligents sans scrupules,
et des plus ambitieux, qui ont des dents qui leur trouent les pieds ouais. tellement bon. Voilà. Alors, autre chose à savoir, avant qu'on rentre encore un peu plus dans le détail sur la relation qu'ils ont avec nous, pour décrire un petit peu leur mode de fonctionnement, pour eux, Dieu existe, ou en tout cas on peut même pas parler d'entité, mais on va rentrer un peu plus dans le détail. Disons qu'ils ont une forte spiritualité. Ils ont connu, loin dans leur histoire, pas tant des guerres civiles que la dictature, le despotisme. Ils ont eu l'équivalent d'un Yeshua, d'un Jésus, là aussi. On y reviendra, ça a aussi une importance. Important, oui. Bref, donc ils voient où est-ce que nous en sommes, comparé à eux et leur histoire. Ils sont télépathes, disons qu'ils perdent l'usage de la langue, de leur corde vocale et de l'émission de son. 12 ans, 13 ans. Voilà, à l'adolescence. L'adolescence, ouais. La majorité. Alors oui, il y a beaucoup de choses là. Tu viens de dire beaucoup de choses. Je donne un tableau général. Hein. Il y aurait tellement. Alors, par rapport à leur religion, par exemple, nous avons des religions qui sont basées sur des textes révélés. Eux, leur religion, on va appeler ça religion. Alors au sens étymologique, religare, ceux qui relient, Oui, ouais. c'est une religion scientifique. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui dit voilà, j'ai écrit sous la dictée de Dieu. C'est pas un dogme. C'est pas un dogme, c'est remis en cause constamment en fonction des éclairages scientifiques, puisqu'ils n'ont pas de métaphysique. Nous avons la physique, la métaphysique, et la science dit voilà, le domaine de la croyance de Dieu et de l'âme, etc., c'est en dehors de notre domaine d'investigation, on n'y touche pas, ça c'est fait pour les églises, nous on fait de la physique. Eux, ils sont investigués dans ces domaines de l'âme et des choses qui sont non physiques, ils en ont tiré des certitudes scientifique qui leur a permis de construire ce que nous... Alors ils emploient notre terme, hein, mais leur terme pour religion est un terme qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus fin au niveau de la signification. Et ça c'est important parce que quand les gens vont lire « Oh, ben, ils disent que notre Jésus est un mutant », alors je dis ça volontairement de façon provocante parce que c'est très très cohérent ce qu'ils disent. Il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ben ça y est, c'est encore un truc. » Dans l'échelle de l'évolution des races on va y venir, ça rejoint le travail de Théard de Chardin. Mais il y a beaucoup de gens qui rejettent ça, qui jettent ça à la poubelle en disant « Oh ça y est, c'est encore des trucs de curé, on essaie de nous arnaquer et on va nous faire croire. » Non, eux, ils n'ont pas la foi, ils ont des certitudes scientifiques. Mais le problème, c'est que pour se rendre compte de ça, effectivement, c'est pour ça que je dis qu'il faut lire. J'ai dit 80%, mais il faut lire les textes. On ne peut pas se faire une idée sur cette chose-là qui est très très importante en plaquant nos phénomènes religions sur les conceptions spirituelles limites. Et ça redéfinit totalement, puisqu'on parle là de Dieu, de ce que pourrait représenter Dieu, notamment la notion de leur réalité du monde, sur notamment la naissance ou pas de l'univers. Et là c'est très intéressant parce qu'on va d'ici quelques temps parler du Big Bang et de la naissance du Big Bang. Mais même ça, ça à inclure dans un modèle beaucoup plus vaste où il n'y a ni commencement ni fin. Donc c'est très, très particulier. On peut aussi mettre en perspective que la télépathie chez eux, donc, qui est une manière commune de façon de communiquer, que cette dernière est beaucoup plus facile dès le moment où il y a eu un entraînement déjà à l'adolescence et qu'il y a un lien d'affect, d'amour avec les individus. Donc lorsqu'ils sont venus sur Terre pour pouvoir communiquer avec les humains, il a fallu, parce que ça peut arriver, que certains des humites qui n'ont pas perdu la capacité à s'exprimer oralement puissent venir aussi dans les expéditions pour pouvoir s'insérer peut-être plus facilement en fonction des postes. Il y a des choix. Alors effectivement, comme il fallait pouvoir s'exprimer vocalement, ils ont choisi parmi les expéditionnaires ceux qui étaient les plus adaptés, donc ceux qui n'avaient pas perdu parce que en quasi-totalité, ils perdent donc l'utilisation de leur corde vocale, mais pas tous. Donc il y en a un certain pourcentage qui arrive à conserver des capacités de vocalisation assez fortes et ils ont choisi parmi les 2 milliards d'individus ceux qui avaient ces capacités-là au départ. Donc il y a, on va dire, certaines affinités entre la vision des humites et puis la nôtre. Notamment du fait qu'ils nous ressemblent, on ne l'a pas précisé. Alors tout ça est très complexe parce qu'on a des informations qui arrivent là, 2015-2016, qui tentent à préciser tout ça. Alors effectivement, ils disent que dans l'évolution de la vie, donc de la biosphère,
on retrouve à peu près les mêmes structures au tout début de la vie, donc les êtres monocellulaires, les bactéries, et vers la fin de l'évolution, c'est-à-dire des bipèdes encéphalisés. C'est un peu ce que trace Teilhard de Chardin dans sa vision d'anthropologue. Donc lui, il remonte dans cette histoire de la vie sur plusieurs millions d'années, et même sur plusieurs milliards d'années, puisqu'il en arrive même à avoir une théorie qui remonte au Big Bang. Et là où alors je peux parler un peu de Teilhard parce que ça, c'est notre culture. Lui constate qu'il y a un double mouvement, il y a un mouvement de divergence, l'univers est en expansion, n'est-ce pas? Et en même temps, il y a un mouvement de convergence, c'est-à-dire qu'au milieu de cette matière qui est en état de divergence, il va y avoir une petite partie où va émerger, au sens d'émergence scientifique, c'est-à-dire une structure dont on ne peut pas déduire les capacités, les fonctions, la fonctionnalité et les capacités en fonction des éléments qui précèdent. C'est-à-dire que de la matière, on ne peut pas déduire que va naître la vie. On ne peut le découvrir qu'après. Donc, au milieu de cette matière, il va y avoir une petite partie où va émerger la vie. Et au milieu de cette vie, il va y avoir une petite partie où va émerger la noosphère, qui est la sphère de la conscience, de la pensée réfléchie. Et donc, tout ça, c'est le schéma, le mouvement de l'évolution qui, d'un côté, est en expansion et de l'autre côté, se resserre vers un point que Teilhard de Chardin appelle le point oméga et qui est le point d'achèvement ultime de l'évolution biologique. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'au début, les premières formes et les dernières formes, les structures sont semblables. Être monocellulaire, bipède encéphalisé. Alors, bipède encéphalisé, ça peut être d'origine différente sur des phylums de reptiliens ou de mammifères, comme nous, etc. Selon les planètes, alors avec des différences morphologiques plus ou moins marquées, mais grosso modo, l'univers accouche des mêmes formes au début et en fin de vie. C'est pour ça que c'est pas très étonnant en fonction. Alors tout ça, c'est complexe. Il faut lire la cohérence du texte. Évidemment. C'est pas si étonnant, effectivement, qu'on ait toujours des formes bipèdes quand on parle d'extraterrestres. Donc pour refaire une petite synthèse, pour éviter finalement les déboires dus à l'inconscience de leur planète, ils ont l'occasion de sélectionner un certain type de personnes en fonction de leur état émotionnel, de leur aptitude intellectuelle et autres, de façon à éviter les dérives qui amèneraient à un despotisme. De surcroît, on a dit tout à l'heure que leur population était de l'ordre de 4 milliards d'individus. Deux. Oui, c'est 2, il me semble. Hein. Non, 2 milliards, oui, Oui. pardon. 2 milliards d'individus. Il est aussi à savoir que les naissances sont contrôlées. Oui, bien sûr, pour qu'il y ait toujours une stabilité de la population, pour ne pas épuiser la planète comme nous on est en train de faire, etc. Et alors peut-être que je peux juste lire les paramètres dont ils tiennent compte pour sélectionner justement ces 4 personnages. Ouais. C'est l'intelligence, aptitude et intérêt, facteur de raisonnement, perception spatiale, niveau d'expression verbale et télépathique, puissance de rayonnement, équilibre psychosexuel, degré affectif, possible réaction psychopathologique et coefficient de suggestion, etc. Donc c'est très très précis et ça leur permet d'avoir justement les meilleurs. Et le chiffre, je crois qu'au départ c'est 120, ils en prennent 4 et il en reste qui vont constituer Umo A Elewe et les 116 constituent Umo A Elewani qui est chargé de surveiller en permanence, aidé aussi par les ordinateurs, qu'il n'y ait pas parmi les 4 qui sont au sommet de la hiérarchie un des individus qui prennent le pouvoir sur les autres, un pouvoir psychologique, etc. Tout ça est très très surveillé puisqu'ils ont vécu des périodes de dictature effroyables. Et ils cèdent de la technologie pour ça, Absolument. mais d'une manière éclairée. C'est toute la différence avec nous. Alors, on peut aussi parler de leur cerveau parce qu'on a mentionné le fait qu'ils avaient la télépathie et notamment à travers leur langage. Leur écriture, qui serait plus une forme d'idéogramme. Alors, ils ont plusieurs niveaux d'écriture. Le premier niveau, c'était un niveau idéographique, un peu comme donc basé sur des dessins au départ, qui est la version la plus archaïque, on va dire. Et avant d'aller plus loin sur le langage, il faut parler de leur structure cérébrale. Nous avons des aires cérébrales on est très latéralisés. Par exemple, on a une aire de Broca d'un côté, je ne sais plus si c'est droite ou gauche, et une aire de Wernicke
sur l'autre hémisphère cérébral, il y en a une qui est plutôt... Alors, je vais être imprécis parce qu'il aurait fallu que je relise mes notes, mais euh, qui permet de décoder ce qu'on nous dit. Et quand on a des problèmes sur cette zone de Broca ou de Wernicke, je ne sais plus, par exemple, on peut te montrer une photo d'un animal, tu peux arriver à l'écrire, mais tu ne peux pas le dire. Et dans l'autre sens, on a l'autre aire qui permet de formuler, par contre, des choses, donc c'est assez séparé. Eux, ils ont ça des deux côtés. C'est-à-dire qu'ils ont chaque lobe cérébral, alors je dis complet, donc, et ils peuvent, grâce à ces deux lobes cérébraux complets, gérer deux flux de communication simultanément. Donc, sur ce premier langage qui était idéographique et qui avait une forme vocale, est venu se greffer un second langage qui est un code à l'intérieur du premier. D'accord. C'est-à-dire qu'on peut, c'est ce qu'il nous explique, dire une phrase normale, bonjour, je suis venu vous voir, mais à l'intérieur de ce bonjour, je suis venu vous voir, qui a un sens très précis, on va répéter une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois chaque mot. On peut dire bonjour, bonjour, je suis venu, en appuyant sur certains mots. Et donc, s'il y a un deuxième code, c'est comme une porteuse et une sous-porteuse. Il y a un deuxième sens, oui. Et leur cerveau est capable, donc, de générer ce discours. Ils peuvent parler géographie et en même temps métaphysique dans le même flux verbal. Et leur cerveau est capable de l'émettre et de le déconnecter. Donc, leur professeur, par exemple, dans leurs universités, entre guillemets, est capable de faire un cours de maths et un cours d'histoire en même temps. C'est une sorte de biprocesseur. Alors, ce qui est très, très intéressant, parce que sous ce regard-là, c'est que leur capacité cérébrale, qui est donc double, nous laisserait entrevoir, d'après nos psychologues à nous, qu'ils ont deux égos, qui seraient limite schizophrènes. C'est eux qui le disent. Ils disent c'est comme si on avait deux personnalités dans le même crâne. Donc ils s'en accommodent. C'est vrai que chez nous, quelqu'un qui a deux personnalités dans le même crâne, on va le mettre à l'hôpital, c'est un schizophrène. Chez eux, c'est moi qui ai parlé de biprocessoring, excusez-moi, parce que je trouvais ça drôle. Et effectivement, ils ont un biprocesseur dans la tête, et en plus, chaque processeur, c'est ce que j'explique, chaque processeur a 180 de QI. Donc, je dis aussi, n'essayez pas de faire mal avec un humide, parce que forcément, vous allez perdre. Il aura compris avant vous. Ils peuvent extraire une racine cubique avec l'hémisphère droit, et pendant ce temps, discuter avec vous de n'importe quoi avec l'hémisphère gauche. Donc, voilà, on n'est pas apte à lutter intellectuellement. Mais ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est que leur faculté de langage, ou la manière dont ils se font comprendre, est à l'image de la perception qu'ils ont de la réalité. À savoir que pour eux, une chose, c'est là où on voit justement la difficulté que l'on a à communiquer avec eux, et qu'ils ne comprennent pas forcément, parce que nous n'avons pas réellement les mots pour exprimer nos pensées, nos émotions. Nous sommes, d'une manière générale, dans une tendance dichotomique, avec cette dualité positif, négatif, vrai, faux. Et pour eux, ce qui est très intéressant, c'est que le vrai et le faux peuvent exister simultanément, et même une chose peut être vraie et fausse, donc en même temps. Oui, alors c'est très, très intéressant parce que c'est là où on voit qu'ils ont une vision holistique de la science, c'est-à-dire qu'ils n'explosent pas les domaines scientifiques en petites parties qui ont des petites passerelles qui ne fonctionnent pas forcément bien. Ils ont une vision holistique, et leur ontologie, c'est-à-dire leur science de l'existant, qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui n'existe pas, rejoint leur logique. Et ces deux domaines, qui pour nous sont des domaines différents, ont quatre valeurs code valeur principale. En logique, il y a ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est vrai et faux en même temps, ce qui est ni vrai ni faux. Et en ontologie, il y a ce qui existe, ce qui n'existe pas de façon certaine, ce qui existe n'existe pas en même temps, et ce qui ni n'existe et ni n'existe pas. Et ça leur permet de ranger dans ces classes ontologiques des choses que nous ne savons pas classer, comme la pensée. Est-ce qu'une pensée existe? Est-ce qu'une pensée n'existe pas? Nous, on ne sait pas trop quoi en faire. Ou une tradition populaire, on ne peut pas la peser, mais en même temps ça existe parce que ça a des effets sur les réseaux sociaux, sur les individus, et en même temps ça leur permet aussi de classer
états intriqués de la mécanique quantique. Voilà. Hein. Donc là, on est dans la science dure pour nous. Mais eux, tout ça, globalement, c'est holistiquement conçu. Oui, et donc il y a une cohérence. Et c'est pour ça que cette vision de la réalité leur permet peut-être d'avoir des capacités cérébrales qui sont en rapport au niveau de la conscience avec cette vision du monde. Parce que je prends un exemple aujourd'hui de la découverte de la physique quantique qui remonte au siècle dernier. Aujourd'hui seulement, ça commence vraiment à se répandre d'un point de vue social dans la conscience des gens et de ce que ça impliquerait. Mais la physique quantique, si on la fait nôtre dans notre vie aujourd'hui au quotidien, nous amène à changer de paradigme sur la vision que nous portons sur ce que nous sommes et sur la réalité. Absolument. En plus, les Illuminates indiquent de façon très claire et depuis le début que l'activité de pensée de l'homme modifie la réalité. Et c'est fait partie du but et de la fonction de l'homme dans l'univers, c'est de structurer la réalité en fonction de ces phénomènes de pensée. Et notamment, ceci est rendu par la vision de la mécanique quantique, j'ai plus les termes en tête. L'intrication, non. L'intrication, mais on appelle ça l'école quand il y a eu le congrès de Solvay, bref, c'est pas grave. C'est le fait que dans les expériences de mécanique quantique, le scientifique, celui qui fait la mesure, interagit avec la mesure. Oui, bien sûr. Donc c'est la fameuse histoire du chat de Schrödinger, où on fait une expérience de pensée, il y a une petite fiole qui contient du poison, il y a un atome qui a une chance sur 2 de se désintégrer, s'il se désintègre, il casse... Alors tout ça c'est dans une boîte fermée où il y a un chat. La mécanique quantique dit que cet atome qui a une chance sur 2 de se désintégrer est en état intriqué. C'est-à-dire que c'est pas... Il est par nature dans les 2 états superposés. Et au moment où l'examinateur ou le scientifique va mesurer, l'état va se transformer immédiatement en soit l'un, soit l'autre. Mais que ce chat, il est lui aussi en état intriqué de mort et vivant en même temps. Et que c'est au moment où l'examinateur va vérifier que cet état va se transformer en l'un ou en l'autre. Bon, c'est très sommaire la façon dont j'ai expliqué, parce que c'était pour expliquer le fait que la mécanique quantique part de l'infiniment petit, mais que cet état d'intrication, on ne les voit pas au niveau macroscopique. Et donc, comment passer du microscopique au macroscopique ? On avait imaginé cette expérience de pensée où d'un atome microscopique, on arrivait à un truc macroscopique. Et donc, voilà, eux, ça leur permet, leur logique tétravalente et leur ontologie tétravalente leur permet de ranger ça dans une case qui leur permet de fonctionner. Alors que nous, on arrive à des contradictions et à des paradoxes qui nous bloquent. Alors, ce qui implique, comme vous l'aurez compris, par déduction peut-être, c'est que sur leur planète, donc, tout a une manière fonctionnelle, tout a un but, un sens. Il n'y a pas de surproduction, comme vous avez noté déjà avec la population et la manière dont cette dernière est contrôlée. Il n'y a pas de propriété privée. Je rappelle ce que vous avez mentionné tout à l'heure, Stone, sur l'épanouissement individuel et collectif. Le corps social, donc, pour eux, est un être vivant à part entière. C'est comme les cellules d'un corps et chacun a sa place et une cohérence pour le Ça fait partie corps social. de l'émergence, c'est-à-dire que tant que nous n'aurons pas reconnu la société, le corps social comme un tout, comme un être vivant, nous serons malheureux. Parce que c'est comme si les cellules de votre corps niaient l'existence de votre corps. Le cancer. Donc, voilà. Donc, effectivement, il y a une forme de cancer, si on fait un parallèle. Donc on va revenir, parce que la question qui se pose, c'est de savoir, mais comment sont-ils venus à nous ? Puisque leur planète se trouve à 14 milliards d'années. 14 années-lumière. 14 années-lumière, 14 437 années-lumière exactement. Donc, pour vous dire, avec les connaissances que nous avons actuellement, il nous faudrait 350 000 ans pour nous y rendre. J'ai fait une approximation. C'est sympathique, je trouve qu'elle est sympa. Voilà. Et donc, certains disent, c'est pas possible. Et j'ai notamment vu, je sais pas si vous connaissez Exoconférence de le créateur de Camelot, comment s'appelle-t-il ? Astier. Alexandre Astier, ouais. Qui dit,
tout ça c'est de la connerie, il y a sans doute de la vie, mais ils ne peuvent pas venir nous voir parce que de toute façon, on ne peut pas voyager à plus de 30% de la vitesse de la lumière, c'est impossible. Et donc, tout ça c'est impossible. Et c'est un type très intelligent, hein. Mais voilà, je cite l'exemple de l'alchimiste qui ne peut pas concevoir qu'on puisse traverser l'océan en quelques heures alors que Christophe Colomb a mis plusieurs semaines, parce que pour lui, construire un navire qui permettrait de traverser cet océan en quelques heures, le bois de la coque ne résisterait pas à cette vitesse, on ne pourrait pas faire des voiles assez grandes, les mâts s'écrouleraient sur leur propre poids, etc., etc. Sauf qu'il ne conçoit pas qu'effectivement, on peut passer par la troisième dimension, c'est-à-dire non pas sur la surface de l'eau, mais par l'air. Et donc, nous, on en est à ce point-là où on ne peut pas concevoir. Si on arrive à faire 14 années-lumière en 6 mois, c'est qu'on va plus vite que la vitesse de la lumière, donc c'est impossible. Donc on est bloqué par notre paradigme physique. Alors on va y arriver. Pour vous donner aussi un autre exemple, sachez que parmi, par exemple, une des lettres, qui est la D37-1, elle a été traduite en 30, elle a été distribuée 35 fois, le nombre de copies. Elle a été traduite en anglais, en russe, en allemand, en yiddish, en français, en espagnol, en roumain, bengali. Elle a été distribuée en Angleterre, Union soviétique, Belgique, France, États-Unis, Espagne, Israël, Roumanie, Australie, Inde, Allemagne. Voilà, pour vous dire que normalement, c'est vraiment à l'échelle mondiale que le dossier UMIT est connu. D'ailleurs, je ne sais pas quel humo-science.org, quel partenariat ou communication est-ce que vous avez peut-être avec d'autres pays qui sont spécialisés dans les lettres humides et l'analyse. C'est vrai? Non. Alors justement, ces groupes secrets sont restés secrets. Oui, parce que vous êtes le seul officiel. La France est le seul. Alors, il y a deux choses. Il y a effectivement le phénomène HUMO, c'est un phénomène hispano-français qui a été repris après par la France. Et par exemple, tous les textes qui sont en anglais, etc., nous n'avons aucun retour. Ça fait c'est partie de ces groupes de ces 2500 et quelques pages. Mais après, il y a d'autres choses, c'est que maintenant j'ai l'autorisation de le dire, on va peut-être revenir après, j'ai fait partie d'un de ces groupes secrets qui a reçu des lettres entre 2012 et 2014. On a reçu 11 lettres dont on ne pouvait pas parler. Et que après que le livre ait été mis en presse, on nous a donné l'autorisation d'en parler. Parce que les humides se sont réorganisés complètement. Suite à l'avertissement, il y a une réorganisation totale, donc ça laisse peut-être présager d'une sorte d'intervention, on va en venir après, bien sûr, oui. Et que ces groupes secrets, nous avons diffusé nos lettres, puisqu'on a eu l'autorisation, mais nous espérons que les autres groupes secrets vont commencer à diffuser leurs lettres. Mais jusqu'à présent, aucun n'a communiqué ces données. D'accord, intéressant. Alors, donc, comment ont-ils fait pour venir nous voir ? Donc on est passé face au paradoxe qu'on ne peut pas voyager plus vite que la lumière, et donc pour aller d'une étoile à une autre, ça prendrait un temps tellement incommensurable que c'est impossible. Alors pour vous ayez un peu conscience de la chose, autant nous, donc on mettrait 350 millions approximativement pour nous y rendre chez eux. Il y a 14 437 années-lumière qui nous séparent, et eux ils peuvent venir en fonction de... 14 années-lumière. 14, oui, c'est 14, c'est pas 14 000, d'accord, autant pour moi alors. 14... Parce que c'est vrai que peut-être, si c'est dans les lettres, ils utilisent la numérotation anglaise où la virgule est un point, etc. D'accord, donc, je comprends. Donc c'est 14 années-lumière pour faire le plus simple. En fonction des conditions cosmiques, ils mettent entre quelques mois et quelques dizaines de jours pour venir chez nous. Alors, il y a une petite approximation, c'est que cette dizaine de jours, 64 jours, je crois, ils ne l'ont pas fait, mais ils disaient, à cette époque-là, on aurait pu, les conditions isodynamiques de l'espace nous auraient permis de rejoindre votre planète en 64 jours. Donc, voilà. Mais la fourchette, en gros, c'est ça. Une des expéditions a duré, je ne sais plus combien de mois, et donc là, c'était extrêmement dur pour eux, difficile. Alors, ce qu'ils utilisent mais il faut avoir une autre physique, une autre cosmologie pour pouvoir comprendre ça, et nous ne sommes pas prêts de le comprendre. C'est qu'ils utilisent des raccourcis, ils ne dépassent pas la vitesse de la lumière, mais ils s'empruntent. Alors, les trous de verre.
Nous, pourrait les qualifier comme j'ai tels. parlé de trous de verre, mais c'est pas un trou de verre, parce que les trous de verre sont faits par des trous noirs, et les trous noirs sont des singularités qui échappent même à la conception mathématique, où aucun être vivant ne pourrait survivre. Donc c'est pas tout à fait ça. On va dire qu'il troue l'espace, d'une certaine façon, et il considère... j'ai fait un dessin, peut-être que tu le mettras dans le... Voilà, je peux vous donner Voilà, un peu une feuille de l'image. papier. Voilà, on est là, ils sont là, et ce qu'ils font, ils courbent l'espace, Voilà. et c'est comme si la distance entre ces deux points est beaucoup plus courte que comme ça. Alors, la lumière ne peut voyager que le long de la face de la feuille. Donc, la distance ne varie pas. La lumière, et nous, nos fusées, elles voyagent comme ça. Il y a 14 années-lumière. Mais l'espace se courbe dans une autre dimension, puisqu'ils considèrent l'espace en 12 dimensions. Donc, dans une dimension qu'on ne perçoit pas, l'espace se courbe. Et effectivement, il peut arriver qu'à des moments donnés, en trouant l'espace une fois, traversant la feuille, et en la trouvant une deuxième fois, on ait des raccourcis qui permettent de voyager en des temps très très courts. Et c'est le système qu'emploient la plupart des ethnies qui viennent nous visiter pour s'affranchir de ces espaces qui sont énormes. Alors, justement, peut-être qu'on peut parler de la vision de l'univers et des forces qui le régissent. Donc, quand on parle d'univers, il est mentionné que chaque univers, parce qu'il y en a plusieurs, c'est des multivers, Oui. chaque univers a un double. Alors, si par exemple le nôtre c'est le positif, on a un double en négatif, un jumeau, mais... Alors, donc, je compare ça, et Jean-Pierre Petit l'a très bien fait dans ses ouvrages aussi, aux pages d'un livre. C'est-à-dire que pour les humites, l'univers, c'est pas un objet, c'est pas une chose dans laquelle il y a des objets dans l'espace, mais c'est un processus qui est en formation tout le temps. Et donc, dans ce processus, il parle non pas d'un univers, mais comme tu dis, d'un multivers. Alors, c'est André Linde qui a développé ça d'une certaine façon, mais eux, ils vont beaucoup plus loin, parce que ce n'est pas les mêmes bases physiques. Et dans ce multivers, chaque univers a deux faces, comme une feuille d'un livre. Et donc, ces deux faces sont en opposition. Ce qui fait une masse qui fait un creux d'un côté, fait une bosse de l'autre côté. C'est pour ça qu'on a repéré qu'il y a des forces gravitationnelles répulsives. On parle de matière noire et d'énergie noire. Pour les humides, c'est le même, les faces de la même pièce. Et donc, si vous voulez, leur cosmologie, leur physique rend compte de la matière sombre à un moment où on ne savait même pas que ça existait, où ce n'était pas observé. Et je le dis dans le livre. Et donc, sur ces deux faces, donc de notre univers double, il y a une infinité de pages d'univers double, d'accord ? Et dans chacun de ces univers doubles, la vitesse de la lumière a un pas différent. La lumière varie. Et alors, si on organisait cette gerbe d'univers double en fonction de la vitesse de la lumière, de façon croissante, par exemple, on aurait d'un côté un univers double où la vitesse de la lumière est zéro, et à l'autre côté de cette gerbe d'univers, un univers où la vitesse de la lumière est infinie. Et les humites nous disent ces univers-là, ce ne sont pas des univers physiques, on ne peut pas y aller en vélo ou en scoop volante, ce sont des univers psychiques. Mais ça, c'est leur science qui le prouve. Et donc, c'est là où, d'un seul coup, on rentre dans la métaphysique. Parce que ces univers psychiques, l'univers où la vitesse de la lumière est zéro, c'est l'univers de ce qu'ils appellent l'âme individuelle. Et ça, on va peut-être détailler après. Oui, après, hein, ça n'empêche pas que puisse chaque encéphale humain, à partir d'un certain degré d'évolution, a un lien qui se crée avec cette âme individuelle, qui stocke et qui a stocké toutes les données qui correspondent à ce que pense l'individu, ses émotions, les événements qu'il a vécus, etc. etc. Et ce lien va aussi en direction de l'autre univers où la vitesse de lumière est infinie, qui est l'univers de ce qu'on peut qualifier de l'âme collective. Chaque phylum planétaire génétique est lié à une bulle dans cet univers, qui est l'univers de l'esprit collectif de la planète, qui lui aussi stocke toutes ces données, mais l'âme individuelle ne compute pas, elle stocke les données et elle prend des décisions, mais alors que l'âme collective va computer toutes ces données qui sont envoyées par l'humanité en question et renvoyer ces données sous forme d'archétypes
voilà, d'idées, de schémas, et aussi de mutations biologiques, puisque la première fonction de cet univers de l'âme collective, c'est de l'orthogénèse, c'est de générer des mutations pour que l'évolution se poursuive en fonction des conditions de la planète, pour résumer de façon très sommaire. Et donc tout ça, c'est intégré, c'est-à-dire que cette métaphysique est intégrée complètement à leur physique, à leur logique tétravalente et à leur ontologie tétravalente. Donc comment voyage-t-il donc on a parlé de la manière dont Oui. les univers, alors ils disent qu'en fait il y a une infinité d'univers. Oui. Ils parlent d'infinité dans le sens de l'infini, même si on peut le mesurer, mais c'est un nombre qui est tellement... C'est pas un infini mathématique, c'est un infini physique. C'est-à-dire que j'ai plus le chiffre, c'est 10 puissance 500 ou 450 ou 500, c'est-à-dire que c'est 10 avec 500 zéros derrière. C'est-à-dire que c'est un chiffre, vous auriez commencé à compter 1 toutes les secondes depuis le début de l'univers, vous n'en seriez encore même pas qu'à la moitié. Ce sont des nombres qui sont physiquement inatteignables. Mais ce n'est pas vraiment un infini mathématique, qui lui est... En tout cas, il parle que cet univers grandit, parce qu'en fait, tous les êtres vivants sont négantropiques, c'est-à-dire qu'ils augmentent leur contenu en information, renvoient ces informations au sein de leur âme individuelle, qui va le renvoyer à l'âme collective. Et il parle de ce fameux Dieu qui, quelque part, il a Boa, qui est le... C'est le pôle informationnel universel qui contient toute l'information possible. Alors, l'âme individuelle ne communique pas avec l'âme collective. C'est comme des poupées russes. Voilà. L'être humain incarné est le lien entre l'âme individuelle et l'âme collective. C'est que à partir du décès, où l'âme individuelle va se reverser intégralement dans l'âme collective, gardera son identité, mais pourra en même temps accéder à toutes les informations, à toutes les autres identités. Mais pour en revenir à ce que tu disais... Oui, sur la notion de l'univers tel qu'il est considéré, et de cette allusion à Oa ou à Dieu, toute cette infinité d'univers qui est entre guillemets mesurable, mais qui a un nombre tellement gigantesque, est-ce que... parce qu'il considère qu'il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et pourtant, on parle d'univers qui est, entre guillemets, comptabilisable. Il est comptabilisable, mais le chiffre est tellement énorme. Par exemple, on estime le nombre d'atomes dans l'univers, dans notre univers, à 10 puissance 80. 10 puissance 80. Le nombre d'atomes dans l'univers. Et là, on est à 10 puissance 400 ou 500. Donc, ce sont des chiffres qui sont... difficile de s'imaginer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on parle d'infini. Et donc le système est auto-créatif. Voilà, c'est ça. Et c'est un peu l'idée aussi de Teilhard de Chardin qui parle de ça d'une façon un petit peu différente. Mais ce système est intelligent. Et le principe WOA, le principe générateur universel qui contient toute l'information, a créé ce système qui s'auto-structure et s'auto-enrichit en information. Voilà, au fil du temps. Au fil du temps. Il s'élabore. Et l'être humain a un rôle essentiel à jouer dans cette élaboration. On peut considérer que, c'est une analogie, donc il ne faut pas la prendre au pied de la lettre pour tout, c'est juste une image, que WOA, ce serait des 0 et des 1, donc de l'information inerte sur un disque dur infini, qui contiendrait toute l'information, mais elle est inerte, elle n'est pas structurée. Et l'être humain, par sa pensée, va structurer cette information. Et donc la réalité d'une humanité ne sera pas forcément la réalité d'une autre humanité. Et à chaque fois qu'on structure cette information, on crée en même temps cette réalité. C'est-à-dire qu'on a une influence, et c'est pour ça qu'ils nous disent que la réalité ultime est inatteignable, parce qu'au fur et à mesure qu'on la pense, on la modifie. Alors évidemment, c'est ce que je dis tout le temps, l'exemple est facile, mais... il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que vous pensez que vous allez faire monter un train en lévitation qu'il va monter en lévitation. Le système, c'est pas ça. Il y a quand même des lois de la physique. Mais le fait de penser la réalité modifie la réalité. C'est le système le concept de réalité chez les Humites, AIOD, phonétiquement, c'est un concept très très complexe. Oui, parce qu'il mentionne aussi dans le livre qu'il y a donc
des entités, donc, qui existent à part entière, mais qui ne sont pas dans un monde d'espace-temps. Alors voilà, c'est pour ça que toute leur physique est basée sur des éléments qui sont des éléments non physiques. Nous, nous considérons encore, même la mécanique quantique qui parle d'ondes, etc., qui a quand même qui a un abord très différent de la physique classique, mais qui traite que de l'infiniment petit. On n'a pas encore réussi à réconcilier l'infiniment grand, l'infiniment petit, la relativité générale avec la mécanique quantique. Eux ne parlent pas, nous considérons encore des objets qui sont immergés dans le temps et dans l'espace. Eux, ils sont en amont de tout ça. Les éléments dont ils parlent sont des éléments non physiques qui génèrent le temps, l'espace, la masse. Ils appellent ça iboso ou, donc prononciation phonétique approximative. Et nous sommes très très loin, nous, de pouvoir imaginer ces choses-là. Nous sommes encore avec des particules et le bestiaire des particules fondamentales s'élargit à chaque fois dans un accélérateur. Et ils disent, c'est une course sans fin, c'est comme si vous essayiez de classifier les reflets d'un diamant tournoyant dans de la lumière et chaque reflet, vous lui donneriez un nom. Donc c'est infini. Il va y avoir autant de reflets que de positions et d'axes d'observation. Et vous êtes dans une physique, il va falloir passer... Là, ils ont une vision, on va dire, holistique, d'ensemble. Non seulement holistique, mais les éléments qui constituent leur physique sont pré-physiques, ne sont pas physiques. C'est ça qui est terrible, qui est absolument hors de notre paradigme scientifique. Alors, ce qu'on peut peut-être aborder maintenant, et cette partie-là, on va y revenir parce qu'on va notamment parler à un moment donné du libre arbitre, des différents choix, ou la notion, la possibilité des choix. On va revenir sur l'évolution d'une race humanoïde comme la nôtre, au regard de la leur et de ce qu'ils ont pu observer, et notamment en lien avec le Christ ou Yeshua pour nous, mais ils ont eu le même, et de ce que ça impliquerait. J'aimerais qu'on puisse revenir sur justement l'analyse des lettres par différentes personnalités et qui ont développé, on va dire, un certain savoir, connaissance d'ordre scientifique au regard des données scientifiques qui étaient à l'intérieur des lettres. Ce qu'on va aborder là est une manière, puisque là on a décrit les humides d'une manière générale avec leur mode de fonctionnement, leur manière de concevoir la réalité et la manière dont ils évoluent. En même temps, il y a un homme qui est incontournable, c'est bien entendu Jean-Pierre Petit, donc physicien, astrophysicien, ancien chercheur au CNRS, aujourd'hui à la retraite, qui vient de sortir un livre coécrit avec Jean-Claude Bourret. On parle de la variable R, là, sur ce que serait un trou noir. Alors, je ne sais pas, je fais juste une parenthèse à ce niveau-là, parce que vous le mentionnez dans le livre, et en même temps, sur les travaux de Jean-Pierre Petit, au regard des lettres humides et de la manière dont il a pu développer certaines théories en se basant sur les lettres. Oui, donc parmi les scientifiques assez suffisamment ouverts, intelligents, et pour prendre les données qu'on lui fournit sans a priori et les étudier, effectivement, il y a Jean-Pierre Petit qui a développé des cosmologies bimétriques depuis fort longtemps, qui a écrit ce livre. Alors, au moment où moi j'ai écrit mon livre, il avait juste annoncé la parution et je ne savais pas du tout quel était le contenu, puisqu'il prétend amener la preuve que les données scientifiques des lettres humides ne peuvent pas venir de notre planète. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc j'ai imaginé que ça avait rapport avec cette fameuse variable R de l'équation de Schwarzschild, mais je n'ai pas lu son livre encore, donc je n'irai pas plus loin. Et en plus, comme je le dis, je ne suis pas physicien, je suis pataphysicien, c'est-à-dire que je fais de la physique comme une patate. Enfin, je suis autodidacte, je me suis intéressé grâce au dossier humide à beaucoup de domaines, qui m'a fait progresser dans pas mal de domaines scientifiques, mais je ne suis pas physicien, donc je vais laisser à Jean-Pierre Petit le soin de développer ses propres théories. Par contre, ce qui est très important, je pense, c'est d'évacuer les fameux, comment dirais-je, le fait qu'une personnage qui s'appelle Luis Jordan Peña, en 1993, a réclamé la paternité de l'intégralité du dossier HUMO. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rejettent ce dossier en disant « Ah ben oui, mais c'est un coup de Jordan Peña ».
qui a dit en 93, c'est moi qui ai tout écrit. Donc, effectivement, c'était un canular. Alors, si vous voulez bien... Je préfère qu'on y arrive après. Oui, bon. Parce que là, on va aborder justement la notion de l'univers et du Big Bang, et qui est un élément, enfin, qui sont des éléments vraiment fondamentaux qui étayent la preuve, s'il en est, que le dossier Humit est vrai. Oui. Et basé sur des... Voilà. C'est pour ça que j'en parlais, parce que ça dégage ce personnage. Et on viendra à Pomenia après, justement, de toute façon, parce que c'est un personnage un peu incontournable aussi dans cette histoire. Donc, le fait est que j'avais lu un passage dans des lettres de 1966 que j'avais survolé comme ça, parce que c'est vrai que ces lettres, ça se lit comme un roman de science-fiction par moment. On parle de leur civilisation, etc. Et, on parle de tout, d'un désordre. Et c'est très très complexe. Et donc il y a des petits passages qui sont un peu techniques, qui sont un peu scientifiques. Quand on n'est pas scientifique, on a tendance à les survoler. C'est ce qui s'est passé avec la personne qui a reçu cette lettre, ce rapport, qui était Fernando Sesma, qui n'avait pas la formation scientifique pour comprendre ce qui était dit. Donc c'est une lettre de 112 pages, c'est la D41, qui a été coupée en 16 parties sur le site Humoscience, parce qu'elle était donc très longue. Et dans cette lettre sont abordés pratiquement tous les sujets, l'historique de Humo, le régime despotique, la façon dont ils vivent quotidiennement, etc. Et il y a 2 petits paragraphes vers la fin de cette lettre, que moi j'avais lu il y a très longtemps, mais quand je les ai relus là, j'ai fait une petite enquête épistémologique pour savoir où en était notre science dans les années 66, et j'ai découvert que nous ignorions totalement ce qui était écrit dans cette lettre. Alors, dans ces petits passages, que disent ces petits passages? Il y a 3 informations essentielles. Les Humites nous disent, alors je ne vais pas prendre le texte exact, mais on aura l'idée, que effectivement, nous avons déjà surestimé l'âge de l'univers. En 66, on pensait que c'était 15 milliards d'années à peu près. Ils nous disent, vous l'avez surestimé, et au début du Big Bang, il y a eu une période d'expansion extrêmement forte en extrêmement peu de temps. Et nous, en 66, l'observable, quand on observe, on pensait qu'il y avait une explosion et que depuis cette explosion, ce Big Bang, il y avait une expansion de l'univers qui était linéaire. Donc peut-être que tu pourras mettre ils vont le voir. les croquis. Expansion linéaire de l'univers. Et les Humites disent non, au début, il y a eu une expansion extrêmement forte en très peu de temps. Donc c'est une expansion de 10 puissance, je ne sais plus combien, j'ai plus les chiffres en tête, je les perds toujours d'ailleurs. En un temps, en une fraction milliardième de seconde. Et ça, dire ça à cette époque, un scientifique aurait dit « Ah, il y a eu une expansion extrêmement grande en très 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 peu de temps », tout le monde aurait dit « Mais mon Goko, montre-nous, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on observe. » C'était faux, d'accord? Nous, ce truc-là, on va le découvrir à la fin des années 70, 79, 80. Ouais. Donc, fin 70, début 80, voilà. Notre modèle donc de la vision du Big Bang, de la manière dont s'est créé l'univers, vient à changer, où effectivement on valide l'un des éléments sur la naissance du Big Bang chez les Humites, qui est effectivement cette expansion soudaine, mais qui n'est pas graduelle. Alors attends, commençons par le début, parce que ces 3 informations, elles disent 3 choses qui se complètent et qui sont différentes. C'est que, déjà, il y a eu une période d'expansion extrêmement forte. Et ça, nous, dans les années 69, d'un seul coup, ce qu'on observe, alors je résume, ce qu'on observe correspond plus au modèle. On est obligé de mettre une rustine, ça s'appelle la rustine de l'inflation cosmologique, qui est inventée par un génie qui s'appelle Alan Guth, qui est vraiment un génie. Et pour arriver à cette chose-là, pour rendre compte du nouvel observable, il y a des phénomènes des problèmes qui apparaissent, qui portent le nom de problèmes de la platitude et problèmes de l'horizon dans le modèle cosmologique. Il est obligé d'inventer cette rustine et il fait appel à des calculs très poussés de mécanique quantique, etc. Et donc ça, c'est 79. C'est-à-dire que les Humites annoncent quelque chose qui est faux à une époque, 66, on se rend compte en 79 que non seulement c'est vrai, mais qu'en plus c'est obligatoire qu'on trouve quelque chose pour expliquer ça, et c'est cette période d'inflation. Donc l'univers a explosé,
il s'est épandu. Comme une sorte de coupole, de cloche à fromage. Voilà, c'est très très fort. Et après, ça s'est calmé. Bon, et Donc, nous... Excusez-moi, déjà là, en fin 70, début 80, est-ce qu'on considère que l'univers n'a plus 15 milliards d'années, mais en a... Oui, alors la correction, je ne 13,9? sais plus quand est-ce qu'elle arrive exactement, c'est dans le livre, mais au fur et à mesure qu'on avance dans notre observation, oui, parce qu'effectivement, si vous voulez, nous on est parti de ce qu'on a appelé le redshift, qui a été découvert par Hubble, si je me souviens bien, c'est que de quelque côté qu'on observe l'univers, on se rendait compte que les étoiles s'éloignaient de nous. D'accord ? Donc expansion. Expansion. Et donc, quand on montait le film à l'envers, eh ben, effectivement, toutes Singularité. les planètes, toute la matière sont rassemblées en un point qui devenait une singularité mathématique et physique et qui était l'origine de l'univers, qui était le Big Bang. Et donc, comme on pensait que c'était linéaire, en appréciant la vitesse d'expansion montée à l'envers, on arrivait à 15 milliards d'années. Les humains, tu dis non, vos calculs sont imprécis, etc. Mais effectivement, si d'un seul coup on considère qu'il y a une période d'expansion extrêmement forte au début, on doit revoir l'âge de l'univers. Donc maintenant, on pense que c'est 13,8 milliards d'années, 13,8. au lieu de 15. Bon, mais ça, à l'époque où ça a écrit, dire ça, c'est faux. Bon. Alors la deuxième donnée, donc une fois qu'on découvre que l'univers a eu une expansion très très forte au début, qu'on a appelé, j'ai plus les mots, ça y est, qu'on a appelé la rustine de cosmologique de l'inflation, l'inflation cosmique, on pensait qu'après c'était de nouveau linéaire. Et ils nous disent non, vos mesures sont imprécises, vous faites des raisonnements faux et l'expansion n'est pas linéaire. Elle est fluctuante. Elle n'est pas linéaire. C'est-à-dire, elle n'est pas linéaire, elle s'accélère ou elle diminue. Bon, mais c'est pareil, nous à l'époque, on n'observe pas ça du tout. Là, c'est toujours d'après la lettre D41 de 66. Non seulement en 66, c'est ridicule de dire ça, c'est faux, mais en 79, même après avoir découvert l'inflation, c'est faux. C'est faux. Il nous manque des éléments. Il nous manque des éléments. Et ces éléments, ils vont être trouvés par deux équipes. Et ces trois physiciens, deux équipes différentes, trois physiciens, c'est Saul Perlmutter, Adam Rice et Brian Schmidt, qui en 98 découvrent, et ils disent quand on a découvert ça, on est tombé sur nos fesses, c'est que l'expansion de l'univers accélérait. Donc nous, on avait en 66, c'était impossible. En 79, on n'avait pas des instruments assez précis pour pouvoir observer ça. Donc c'est nos satellites d'observation, Planck, Cobb, et le dernier c'est Planck, qui, en recueillant les données, vont permettre d'observer ça, puis d'autres observations. Et donc ils découvrent ça en 98, ils seront récompensés par le prix Nobel en 2011 ou 2012, je ne sais plus. Donc ça, on n'est plus à 14 ou 15 années de différence, là. 66, 1998. Parce que là, vous mentionnez dans le livre, en 2015, l'étude détaillée des données fournies par le satellite. Ça, c'est le troisième. C'est le troisième. Ça, c'est la deuxième information que l'expansion accélère. D'accord. Sous l'effet d'une masse... Validé en 93. Validé... Pour la deuxième vision de... La deuxième vision, c'est 98. 98. 98, alors que c'est écrit en 66. Ouais. Et donc, pour cette découverte de 98, il y a prix Nobel en 2012 ou 2012. D'accord, oui, c'est bien. D'accord, ouais. Donc, c'est bien plus tard. Ouais. Et ensuite, en 66, toujours, les humides nous disent cette expansion, non seulement elle n'est pas linéaire, mais elle varie selon une fonction périodique non sinusoïdale. Un peu, pour donner une image, à la manière de vagues qui s'amortissent. Voilà, il le voit de toute façon à l'écran. D'accord ? Bon, vous allez voir l'écran. Et ceci s'est découvert l'année dernière, après avoir travaillé sur les millions et les milliards, les millions de données qui sont envoyées par le satellite Planck, parce qu'on sait que le satellite envoie des données, après on met des années à les éplucher et à voir ce que ça veut dire. Et donc c'est une équipe du Mississippi, j'ai plus le nom, quelqu'un m'a demandé récemment où sont les travaux, donc j'ai retrouvé ça sur internet, je l'ai envoyé. Donc c'est des travaux très sérieux de cette équipe. La personne qui dirige cette équipe, je n'ai plus le nom là, mais je pourrais vous la donner. C'est 2015. 2015, effectivement. Pour que notre vision de l'expansion de l'univers colle à celle de 1966. 66 donnée par les humides.
Et ce petit paragraphe ne pouvait que passer inaperçu aux yeux de SESMA, et aucun scientifique ne pouvait l'écrire à l'époque, c'est absolument certain pour moi, et encore moins un type qui s'appelle Jordan Peña, qui était un autodidacte en sciences, qui prétend avoir écrit tout le dossier humide en lisant des magazines de vulgarisation scientifique. Alors quand on voit le nombre et le niveau des magazines de vulgarisation scientifique de 66, tout ça n'est absolument impossible. Alors, différentes questions qui sont soulevées par rapport à ça. On pourrait se dire, déjà, est-ce que le Big Bang a existé ? Premier point, au regard déjà, parce que ça pourrait être un peu paradoxal, on a mentionné tout à l'heure la vision de la cosmologie qu'ont les humides de l'univers. On parle d'un univers sans début, sans fin, infini, enfin de multivers même. Alors de quoi parle-t-on quand on parle du Big Bang, sachant qu'aujourd'hui, là il y a peu de temps, il y a une équation quantique qui suggère que le Big Bang n'aurait ni commencement ni fin. La singularité du Big Bang est le plus grand problème de la relativité générale, car les lois de la physique semblent ne plus s'appliquer à ce sujet. C'est d'après une équipe de l'université de Benia en Égypte, Ahmed Farhad Ali, avec Surya Das de l'université de Lethbridge en Alberta au Canada. Oui. Donc il y a cette vision d'équation quantique sur le fait que le Big Bang n'aurait pas vraiment existé, et puis d'autres théories comme celle de Nassim Haramein avec le Resonance Project qui parle des théories des champs unifiés. Donc quel est votre regard, ou plutôt celui des humites, au regard des données qui sont... Plutôt le regard des humites, ou de ce que j'en comprends, parce que c'est très complexe, et même des scientifiques de renom sont, comment dirais-je, intrigués et ne comprennent pas tout de la science humide. Ce qu'on sait, c'est qu'au niveau du Big Bang, il y a un univers qui est en expansion temporelle, mais l'univers jumeau, l'autre face de la feuille, il est en extension dans un temps qui est inversé. Expansion dans un temps inversé. D'accord. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait comme ça et l'autre qui fait comme ça dans une dimension qu'on ne perçoit pas, qui va dans l'autre sens. C'est deux... je crois que c'est Jean-Pierre Petit qui a développé ça. Je ne sais plus si Jean-Pierre Petit ou Sakharov. Il parle d'univers gémellaire énantiomorphe à flèche du temps opposé. Et qu'il a repris dans ses autres théories bimétriques, Jean-Pierre Petit. C'est-à-dire que sur une phase d'univers, la nôtre, ce qui va vers la droite, par exemple si on écrit un R, sur la face opposée, il est dans l'autre sens, il va vers la gauche. Sur notre feuille, le temps va, on va dire, de la droite vers la gauche. Sur la feuille opposée, il va de la gauche vers la droite. On est en opposition. À l'endroit où il y a de la matière qui a une activité gravitationnelle répulsive, de l'autre côté, c'est l'inverse. Donc on est vraiment en opposition de phase. Alors moi, j'avoue qu'avec mes connaissances en physique, je ne suis pas capable de me représenter ce que ça veut dire. Il nous manque de toute façon les instruments mathématiques pour pouvoir modéliser ça. Ce qu'on sait, c'est que tu as cité des exemples de scientifiques qui arrivent à poser qu'il y a des problèmes dans le modèle standard et dans le modèle du Big Bang, etc. Mais ce n'est pas le seul problème. Un des grands problèmes de la cosmologie actuelle, c'est le problème de la matière noire et de l'énergie sombre. Alors, pour nous, il y a deux phénomènes différents. Un qui est lié à l'énergie, parce que l'expansion s'accélère et donc on sait qu'il y a une énergie dont on ne sait pas où elle vient, qui a une activité qui augmente cette expansion. Et de l'autre côté, on a une activité gravitationnelle, donc de masse, qu'on ne voit pas, qui est la masse sombre. Les humides nous disent que c'est la même chose. Alors nous, on sait que E égale mc2, c'est-à-dire que la masse et l'énergie, c'est la même chose. Bon. Pour nous, pour l'instant, c'est deux choses séparées. Nous, ils disent que c'est la même chose. Et ce problème, c'est qu'en gros, si on assemble énergie et masse manquante, que nos théories, que nos modèles ne voient pas, ne peuvent pas rendre compte, c'est 96% en gros de la masse et de l'énergie de l'univers. C'est-à-dire que c'est un abîme. Le système, ce qu'on sait de façon certaine, c'est que notre modèle cosmologique, il va s'effondrer, il va être revu. On va arriver à un saut de paradigme là. Voilà. Et c'est pour ça que plein de scientifiques notent de plus en plus, puisque nos capacités d'observation sont de plus en plus fines, on a de plus en plus de données, au même titre que
On a découvert ce phénomène d'inflation en observant des choses nouvelles. Là, on observe des choses nouvelles, notamment qu'il nous manque 96% de la masse et de l'énergie de l'univers. On va arriver à une autre physique. On sera obligé d'arriver à une autre physique, à un autre modèle. Et donc, effectivement, plein de scientifiques commencent à voir qu'il y a des choses qui vont plus. En tout cas, ce que je note, c'est que de toute façon, puisqu'une chose peut être vraie et faux, ou ni vrai ni faux, tout ça mélangé pour les humites, quand ils nous décrivent la naissance de notre univers avec le Big Bang, et qu'en même temps ils aient une certaine forme de vision fractale de l'univers, multidimensionnel, l'un n'empêche pas l'autre. Peut-être, effectivement. Alors, il faut faire attention, parce que souvent on tire des parallèles. Je vois, il y a pas mal de philosophes qui se servent de la mécanique quantique pour établir des théories qui ont un rapport tellement lointain, parce que déjà, même les scientifiques qui sont spécialisés en mécanique quantique n'ont pas tous compris ce qu'est la mécanique quantique, ils le disent eux-mêmes. Donc, quand on commence à faire des parallèles comme ça, il faut faire très attention. Le fait qu'il y ait du vrai, du faux, et en ontologie, qu'il y ait d'existant, non existant, je ne pense pas que ça se rapporte à ça. Pour moi, ça rend compte surtout de ce qu'on appelle les états intriqués de la mécanique quantique, où un élément microscopique peut être en deux états superposés. Ces deux états sont superposés par nature, et comme le pensait Einstein, Dieu ne joue pas au dé, eh bien si, Dieu joue au dé. On a prouvé, c'est Alain Aspect qui a prouvé ça pour la première fois, que ces états intriqués n'étaient pas liés à des variables cachées, etc., etc. Par nature, c'est un état de superposition de deux états. On est oui et non en même temps. Ça, et cette valeur ontologique ou limite, elle rend compte de ça. Nous, pour l'instant, on ne sait pas trop quoi en faire de ces états intriqués, de ces états superposés. Et que ces états superposés, ils peuvent s'actualiser dans un état ou un autre au moment où on va les mesurer. Mais tant qu'ils ne sont pas mesurés, ils sont réellement double nature. Alors, est-ce qu'on peut y classer là-dedans le Big Bang ou pas? Je ne sais pas, moi je n'irai pas aussi loin. Mais voilà, bon. Enfin, tout ça pour dire, parce qu'il y a certaines personnes, justement, détracteurs, qui pourraient penser que on nous parle d'un Big Bang, mais au regard de la physique quantique d'aujourd'hui, ni commencement ni fin, et que l'observateur a un impact sur l'objet observé, que ondes, particules, bref, est-ce que l'univers, tel qu'on peut le considérer avec cette théorie du Big Bang, a une réelle réalité? Voilà, donc tout ça pour dire aujourd'hui, peut-être que c'est encore bien plus complexe que ça, et que peut-être l'un et l'autre existent simultanément. On le verra avec l'évolution de nos sciences et de notre conception cosmologique. Il n'y a qu'à voir entre cette fameuse lettre de 1966 qui nous donnait déjà notre vision de l'univers que nous avons aujourd'hui, 2015, donc hier, et que voilà, c'est prouvé, c'est validé, mais il a fallu quasiment 50 ans pour... 50 ans, oui. Presque. Ouais. Et ça, c'est incontournable. Vous lisez les lettres, les textes existent depuis 1966, les enveloppes ont été certifiées, le cachet de la poste. On ne peut pas aller à l'encontre de ça, mais il faut prendre le soin d'aller lire ces lettres et de repérer ces trucs-là. Mais ce qui était très intéressant, c'est que au niveau de l'intervention des humites dans notre société, ils ont leur propre univers de l'âme collective. Nous avons notre propre bulle dans l'univers de l'âme collective. Pour un temps, elles étaient séparées. Mais le fait, et je crois que c'est un de leurs buts, c'est qu'ils nous disent depuis longtemps que la seule façon de nous soigner, de que nos sociétés soient plus harmonieuses et on puisse y vivre de façon plus heureuse, c'est d'agir sur notre esprit collectif. Mais eux-mêmes, en diffusant des informations, ils agissent par petites touches sur ton esprit collectif, puisque nous, et c'est pour ça qu'ils nous demandent d'étudier les choses, de les intégrer, de faire la part des choses, de regarder les informations qu'ils donnent qui sont fausses, parce qu'ils jugent aussi de notre crédulité. Ils disent, c'est pour ça, ne nous croyez pas, vérifiez. Et nous les avons surpris, notamment dans les lettres qu'ils nous ont envoyées, à envoyer des informations fausses pour voir si on avait tout gobé, ou si on allait dire, ah là là, mais qu'est-ce qu'ils nous disent là? Non. Et c'est un test. À chaque fois qu'ils envoient des informations, quelque part, ils testent notre capacité à remettre en cause ce qu'ils disent et à vérifier que ce qu'ils disent, c'est vrai. Et à l'aune de notre propre science. Parce que sinon, on gobe tout. Et on a tendance à lire ces informations comme du roman et à tout dire, ah ben voilà, il y a tout gobé. Et non, il faut regarder. Moi, je ne l'ai pas suffisamment fait souvent.
C'est pareil, j'ai lu ça comme un roman et Oui, bien sûr. j'ai tout pris comme argent comptant. Du coup, ça a modifié mes façons de penser. En modifiant mes façons de penser, j'informe l'esprit collectif. Donc pour l'instant, comme on est très peu nombreux, parce que le dossier Humo, des gens qui s'intéressent vraiment, qui le connaissent, c'est quoi, 200 personnes, 300 personnes. Alors les autres groupes secrets, ils ne sont pas très très nombreux. C'est des petits liens qu'ils font entre leur esprit collectif et le nôtre et ils nous orientent. Mais ils nous orientent en nous laissant notre liberté. Et c'est pour ça que aussi, ils ont mis des informations fausses dans leurs lettres. À un moment, c'était pour se protéger parce que c'était en pleine guerre froide. Une fois, ils ont été dénoncés comme espions. Ils ont failli se faire attraper par la police. Et donc pour se protéger. Et en même temps, parce qu'ils tiennent à ce que nous vérifions ce qui est dit par nos propres moyens. Ça, c'est très important. Fin de la première partie, on se retrouve tout de suite après. C'est que le début, vous allez voir, on va aller loin. Donc à tout de suite, deuxième partie.